Bonsoir à toutes et à toutes. Philippe Durand. Alors, je suis animateur et conseiller à la Maison de l'Habitat. Heu, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, mais après, il y a quand même une majeure partie des personnes ici présentes qui le connaissent, je fais un récapitulatif rapide. La Maison de l'Habitat, c'est un espace France Rénov', hein, mis en place par les élus de Moche Communauté. C'est un service public neutre et gratuit. Il est ouvert à tous les habitants de notre territoire et a pour objectif, principal, de vous accompagner dans vos projets liés au sujet sur le sujet de l'habitat. Alors ça va du conseil technique, juridique, aux aides financières nationales, régionales ou locales, hein, puisque Bosch Communauté permet l'acquisition d'aides à la rénovation énergétique. Évidemment, sous, comment dire, pas restriction, mais sous certains critères d'éligibilité. Alors, vous retrouverez nos coordonnées en fin de présentation. Alors, mais n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire. Nous sommes là vraiment pour vous accompagner, hein, encore une fois, que vous soyez, des ménages, des professionnels, des commerçants, nous serons là pour vous aider, à être, moins, je dirais, consommateurs d'énergie et à pouvoir faire des économies. Alors, pour revenir au webinaire de ce soir, le sujet, le mode du chauffage, en fait, c'est le troisième volet d'une trilogie, sur la rénovation énergétique. Alors il est animé, vous l'avez vu, par l'association Alizé, dont les conseils neutres, vous permettront de choisir, un mode de chauffage le plus en phase avec vos attentes. Alors c'est un sujet vaste, et les questions, peuvent être relativement nombreuses en fin de présentation. Alors, je vais pas prendre beaucoup plus de temps et puis, je vais souhaiter, un bon temps d'information. Je vous donne rendez-vous, en fin de webinaire. Voilà, et Antoine, je te laisse la main. C'est Philippe. Alors, pour vous présenter un petit peu donc les modes de chauffage, voilà ce que j'ai choisi comme déroulé. Donc, un petit enjeu qui rappelle un peu le contexte. Ensuite, on va voir par où commencer, quelle est la meilleure stratégie. Un petit zoom sur le prix des énergies et après sur les possibilités de remplacement. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. C'est vrai que c'est un gros sujet. Ça va être assez dense en 1 heure. On va essayer de faire au mieux. Donc, enjeu et contexte. Donc rapidement, donc là, on a une répartition des consommations d'énergie en France. Alors c'est 2008, mais ça a pas vraiment beaucoup évolué et donc ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on est à 45 de consommation pour tout ce qui est bâtiment, et donc c'est une grosse, grosse part et en fait, on s'est rendu compte que là où on a un gros gisement d'économie, bah, ça va être surtout ici, parce qu'on a beaucoup de maisons ou de bureaux mal isolés. Heu et donc justement dans les maisons, ce qui consomme le plus et bah, c'est pour 2 tiers le chauffage. Donc c'est la partie qui est en vert là, 66. Et ensuite, on a l'électricité spécifique qui, juste pour un petit détail, bah, on voit qu'elle augmente également parce qu'on a de plus en plus d'appareils. Bon, ça c'est une autre discussion, mais voilà, même chose par rapport à la sobriété. Par où commencer et quelle est la meilleure stratégie? Nous, ce qu'on aime bien développer en fait, c'est un peu cette démarche-là, donc la démarche négawatt. Donc en gros, première étape, sobriété, c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Ensuite, efficacité et après, en dernier volet, production d'énergie renouvelable. Donc en gros, pour vous illustrer le propos, bah, pour l'éclairage, pour commencer, donc petit 1, sobriété, bah, on va simplement s'habituer à éteindre les lumières quand on n'en a pas besoin. Efficacité, bah, ça veut dire remplacer toutes vos lumières par des lumières, efficaces, c'est-à-dire LED ou voilà, des LED, c'est ce qu'il y a de mieux et ensuite on va pour produire des énergies renouvelables une fois qu'on a traité ces 2 points-là. Même chose pour le chauffage, un autre exemple, on va d'abord mettre un pull, baisser un petit peu du coup son thermostat. Ensuite, on va venir isoler son logement et après on va passer du coup sur une installation de chauffage performant et ça, on peut faire ça sur tous sur un peu tout ce qui se passe, donc par rapport à l'économie d'eau, le transport, les modes de cuisson et cetera. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu le fil conducteur de notre stratégie. Maintenant, les critères pour faire, un choix pour son chauffage. Il y en a plusieurs.
J'en ai listé quelques-uns, c'est pas les seuls, mais quand même les plus importants, ça va être le niveau d'isolation de la maison. Comme on l'a vu un peu, ça reprend un peu ce que je vous ai dit par rapport au scénario, enfin, à la stratégie négawatt. Ça sert à rien de mettre un gros chauffage si on n'a pas traité d'abord l'isolation. Ce qui va se passer en plus dans ces cas-là, c'est que si on change d'abord le système de chauffage avant l'isolation, on va mettre une chaudière très puissante et puis si un jour on isole, la chaudière sera surdimensionnée. Elle va donc s'allumer et s'éteindre plusieurs fois dans la journée avec des cycles très répétés. Donc elle va s'user dans le temps très rapidement. Et puis on aurait pu payer finalement une chaudière, beaucoup moins chère parce qu'une chaudière plus puissante, bah, c'est une chaudière qui est beaucoup plus chère. Donc toujours isoler avant, le changement de chauffage. Donc le niveau d'isolation, la présence ou non d'un chauffage central, ça c'est ce qui va aussi guider fortement le choix des solutions qu'on va avoir derrière. Donc j'entends par, chauffage central, en fait, c'est, un réseau d'eau, avec des radiateurs dans votre logement et ensuite donc si vous n'avez pas de chauffage central, ça va guider un certain type de chauffage et puis si vous avez un réseau, à ce moment-là, ça va guider un autre type de chauffage. Une fois qu'on sait ça, si vous avez bien un chauffage central, à ce moment-là, il va falloir s'intéresser à la température des radiateurs qui circulent dans votre dans votre système. J'entends par là qu'il y a plusieurs systèmes. Soit on fonctionne en haute température, donc entre 60 voire 80 parfois degrés, soit en moyenne température, aux alentours de 45-50 degrés et puis ensuite sinon en basse température, donc plancher chauffant généralement et donc là, on est plus dans les 35 degrés. Ensuite, donc ça, c'est les 3 critères qui sont quand même les plus importants et puis après, il y a des petits critères, le prix de l'installation, que je dis petit, mais qui est entre guillemets «secondaire» parce qu'il c'est une fois qu'on a fait l'élimination de tous les autres critères du dessus qu'on va pouvoir, s'intéresser à celui-là, donc prix de l'installation, éventuellement entretien des appareils, ça aussi, ça peut jouer et enjeux environnementaux. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant: «Bah, nous, on aimerait avoir un système, renouvelable, type, bois ou, énergie solaire» et donc là, effectivement, il y a une fibre, donc là, on essaye d'orienter sur ces systèmes-là. Voilà un petit peu les critères qui peuvent être, importants. Maintenant pour le prix des énergies, ça va être un peu c'est toujours compliqué de savoir comment va évoluer le prix d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que là, toutes les énergies sont vouées à augmenter. Je pense que vous l'avez tous suivi dans l'actualité et ne serait-ce que par vos factures. Beaucoup d'énergies ont augmenté, que ce soit le granulé, le fioul, l'électricité et le gaz, eux, ont bénéficié d'un bouclier, de la part de l'État, donc il n'y a pas eu trop d'augmentation par rapport à ça. Néanmoins, on peut voir donc là, ça a été classé en fait de haut en bas. Vous voyez l'énergie la moins chère vers le bas, c'est l'énergie la plus chère. Donc sans surprise, le soleil parce que c'est l'énergie qu'on considère comme gratuite et et voilà. Petite, aparté, donc vous enverra la présentation. Donc si vous voulez revenir un petit peu sur ces données-là, vous aurez le temps, de regarder ça un petit peu, en détail. Hem et en gros, voilà, ce qui est quand même assez intéressant, donc ça, c'est Agena, une association qui fait des relevés sur l'historique de l'évolution du prix de l'énergie sur au kilowattheure et donc on se rend compte que là, bah, effectivement, à la fin, il y a eu quand même une belle augmentation. Même si, comme je vous le disais, électricité et gaz de ville, il y a eu, on voit que ça stagne parce qu'il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour pas que ça évolue plus que ça. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est que tout est voué à augmenter et ça rejoint un petit peu du coup, notre discours qui est de dire: «Bah, finalement, plus vous isolez votre logement, plus vous allez vous détacher de la contrainte de l'augmentation du prix des énergies parce que vous aurez finalement un besoin de chauffage très entre guillemets «le plus faible possible» et donc peu de consommation, donc une facture assez basse. Donc toujours isoler son logement. Maintenant, on va parler un peu des systèmes. Donc pour les systèmes sans réseau de chauffage central, on a une solution qui est quand même, bien éprouvée, c'est le poêle à granulés. Le poêle à granulés, donc le principe, c'est des petits granulés. L'avantage du granulé, c'est que c'est un combustible qui est normé, donc le taux d'humidité dans le granulé est toujours le même et du coup, on arrive à avoir des rendements qui sont vraiment excellents. On a une très bonne
distribution de la chaleur, une bonne qualité de chauffe, entièrement programmable et automatisable. Donc vous pouvez le mettre le matin avant de vous réveiller, 1 heure avant de vous réveiller, vous arrivez dans la pièce, il fait chaud. Ça a un très bon rendement et émet peu de particules. L'inconvénient, c'est que ça nécessite un endroit de stockage. C'est fortement déconseillé de stocker les sacs, même fermés, à l'extérieur. Il faut vraiment essayer de les stocker dans un endroit où il n'y a pas d'humidité. Par contre, l'autre inconvénient aussi, c'est qu'effectivement, c'est quand même, il faut quand même pouvoir soulever entre 8 et 15 kilos. C'est vrai que c'est une solution que je ne préconise pas trop si les personnes sont quand même assez âgées. Ça demande quand même, voilà, de pouvoir soulever ces sacs-là. Heu et puis il y a effectivement un entretien un peu plus régulier, donc aspiration, descente. Sinon, ben, on va user plus rapidement le poêle, il va se mettre en défaut, plusieurs fois dans l'année et ça va demander de faire intervenir, un professionnel. La contrainte, c'est le positionnement dans la pièce. Donc c'est toujours mieux de pouvoir arriver à le mettre d'une manière assez centrale dans une pièce. C'est là où on arrivera le mieux à chauffer la plupart la totalité du logement. Et le conduit d'évacuation de fumée qu'il faut créer ou en tout cas, qu'il faut effectivement, qu'il va falloir gérer. Hem, c'est vrai que ces poêles à granulés, on va pas les conseiller sur des maisons qui sont trop grandes forcément et puis, des maisons qui sont trop cloisonnées également. Même si on peut quand même envoyer avec, via le conduit des bouches de ventilation pour souffler un petit peu d'air de manière plus importante que sur une cheminée. Donc c'est un système qui est quand même très intéressant parce que programmable. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que, bah, du coup, le poêle s'allume tout seul. Donc on n'a plus la contrainte de devoir allumer tous les jours, ou tous les soirs son feu. Justement, le poêle à bois. Hem, donc là, bah, tout le monde sait ce que c'est. On dit que le poêle, ça réchauffe 2 fois. Il faut faire le bois et brûler le bois. Donc faire le bois, ça c'est quelque chose de très intéressant. J'ai souvent des personnes qui ont des forêts ou des agriculteurs qui, du coup, ont la possibilité d'avoir du bois assez gratuitement et là, c'est du coup l'énergie la plus compétitive. Hem, donc le prix des bûches est très intéressant. C'est une des énergies la moins chère juste avant le soleil. La chaleur est agréable, on a une flamme, donc c'est le côté aussi, chaleureux de la flamme. Le rendement est très intéressant et voilà, donc beaucoup de progrès par rapport à ça. Inconvénient, bah, il faut un endroit pour stocker le bois. On a aussi une manutention des bûches, c'est ce que je disais précédemment et puis il faut forcément avoir un appoint parce que là, c'est pas automatique. Donc quand on s'en va quelques jours, il faut un petit appoint pour pouvoir garder une certaine température, que la pièce descende pas trop bas. Ce qui est aussi parfois un peu contraignant, c'est qu'on ne sait pas trop la qualité du bois d'une année sur l'autre. Ça peut arriver qu'on ait du bois qui soit pas tout à fait sec et là forcément, bah, on n'a pas un rendement incroyable. On a un encrassement du poêle qui va être, supérieur et bah, voilà, on n'est pas du coup, on n'a pas forcément la qualité de chauffe, qu'on devrait avoir. Donc là, il y a un entretien obligatoire tous les ans. La contrainte, positionnement du poêle dans la pièce, même chose. On essaye de le mettre de la manière la plus centrale possible pour que, bah, ça fonctionne la plupart du temps en rayonnement, donc il faut que ce soit le plus possible de manière centrale. La troisième solution, c'est la pompe à chaleur air-air. Donc la pompe à chaleur air-air, c'est, en gros, donc on voit ces blocs-là, des fois à l'extérieur des maisons. C'est c'est via un système, un peu ingénieux de compression d'un gaz. On va récupérer les calories qu'on a dans l'air extérieur pour venir chauffer via de l'air. Donc là, on appelle ça air-air parce qu'on prend les calories dans l'air et on souffle de l'air chaud dans la maison. Hem, l'avantage, c'est que c'est automatique et programmable. Donc là, on n'a pas trop associé, d'allumer ou quoi que ce soit, ça se fait automatiquement. On a aussi la possibilité sur certaines machines d'avoir une climatisation, ce qu'on appelle une PAC réversible. Néanmoins, encore une fois, si on a bien isolé sa maison avec les bons matériaux, type laine de bois ou ouate de cellulose, généralement, on n'a pas trop de surchauffe. L'inconvénient, c'est le bruit. Ça peut générer un peu de bruit, notamment, le caisson extérieur qui peut, voilà, il faut être attentif à ça si on a des voisins.
L'énergie, c'est l'électricité, donc c'est voué quand même à augmenter. Là, actuellement, si on n'avait pas eu le bouclier tarifaire, on aurait eu, l'électricité aujourd'hui serait en moyenne à 0,20 à 0, à 23 centimes le kilowattheure, au lieu de 17 actuellement. Donc c'est voué à augmenter, hein, ça c'est sûr. C'est, donc une énergie en forte hausse, l'esthétisme, donc ça dépend des personnes, et mauvaise qualité de chaud. C'est sûr que même s'il y a eu des progrès, c'est pas très confortable d'avoir de l'air chaud qui est soufflé. Voilà. Solution numéro 4, des radiateurs électriques. Finalement, ça, c'est une solution qu'on essaye d'éviter au maximum parce que très coûteuse. Donc, dans le cas où il y a vraiment rien et si seulement si il y a eu vraiment une très, très bonne isolation, on peut se permettre de mettre des radiateurs, notamment des radiateurs électriques, notamment parfois dans les salles de bain, de mettre un petit radiateur qui souffle quand du coup, on le met juste quand 5 minutes avant de prendre sa douche. Voilà, c'est plus dans cette optique-là qu'on va venir mettre ce genre d'appareil ou dans des pièces un peu éloignées, du poêle à bois ou du poêle à granulés, en appoint, de manière très ponctuelle et dans une pièce, encore une fois, très bien isolée. Parce que c'est un système qui coûte très cher à l'utilisation. Par contre, c'est vrai qu'à l'installation, c'est pas un coût d'installation très important. Ça peut être programmable et voilà, donc c'est intéressant par rapport à un appoint au bois. Ensuite, c'est un peu ce que je vous disais là, c'est que souvent, ce qui peut être intéressant dans les maisons assez grandes, enfin moyennement grandes, où il y a une vraie volonté quand même d'avoir un poêle à granulés, ça peut être de mettre un poêle à granulés dans le salon, salle à manger, là, dans une pièce où finalement on est très souvent et on aime bien avoir la flamme et une bonne température. Et dans les pièces un peu éloignées, on ajoute des radiateurs qu'on programme et qu'on met à 17 dans les chambres, voilà. Donc ça, c'était les solutions finalement quand on n'a pas de système de réseau de chauffage. Maintenant, quand on a un réseau de chauffage central, bien là, la question qui va se poser, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la température d'eau qui circule dans vos radiateurs? Finalement, chaque système aime plus ou moins bien fonctionner, je reprends, chaque système de chauffage aura un rendement adapté, à la circulation d'eau, à la température d'eau qui circule dans vos radiateurs. Donc à droite, vous pouvez voir un plancher chauffant. Ici, c'est des radiateurs basse température et à gauche, c'est plutôt des systèmes haute température. La pompe à chaleur, donc là, RO. Donc la pompe à chaleur RO, c'est le même principe de fonctionnement que la pompe à chaleur RR. La seule différence, c'est que au lieu de chauffer avec de l'air, là, on va chauffer l'eau de votre réseau qui circule dans vos radiateurs. Et là, c'est très important en fait, à la base, les pompes à chaleur ont quand même été conçues pour fonctionner sur des planchers basse température. Maintenant, il en existe qui peuvent fonctionner en haute, du moins en moyenne ou en haute température. Néanmoins, c'est des chaudières qui vont du coup être beaucoup plus puissantes. Potentiellement, qui dit plus puissante dit fonctionner en triphasé, donc ça veut dire changer d'abonnement. Donc généralement, on essaye d'éviter au maximum, quand on est sur des radiateurs haute température, moyenne température, les pompes à chaleur RO. Même si cela peut fonctionner si vous augmentez l'isolation de votre logement avant d'installer la chaudière. Donc les avantages, pas de stockage de combustible. Il y a juste un petit caisson à l'extérieur de la maison. Faible encombrement et récupération des calories dans l'air. Attention, qui dit récupération des calories dans l'air, ça veut donc dire que dès que la température de l'air descend, le rendement de la pompe à chaleur va lui également diminuer. Qui est un peu contre-productif parce que c'est au moment où vous allez avoir le plus besoin de chauffage où finalement le rendement de la pompe à chaleur va être le plus faible. Généralement, les coefficients de performance sont calculés en laboratoire à 7 degrés extérieurs. Donc, ça veut dire que dès qu'on descend en dessous de 7 degrés extérieurs, finalement, le rendement de la pompe à chaleur va diminuer. Ça, c'est des notions un petit peu techniques, mais je préfère en parler parce que c'est important d'avoir
cette notion-là parce que c'est un peu la star en ce moment de tout ce qui est installé, les pompes à chaleur et donc voilà, il faut savoir un peu aussi ses avantages, mais aussi ses faiblesses. Également attention au bruit extérieur, si vous êtes avec des voisins, ça peut être gênant, même si maintenant il y a des choses qui sont quand même, de moins en moins bruyantes, regardez bien ça et le coût de l'installation est quand même assez important. Je vous ai mis des prix indicatifs, une PAC, donc pompe à chaleur basse température, BT, c'est entre 11 et 13 000 €. Une pompe à chaleur haute température, on est plutôt entre 13 et 16 000 €. Donc bien sûr, il faut que la maison soit bien isolée et de taille raisonnable. Dès qu'on va être vers les 200 m², là, ça va commencer à être compliqué ou du moins, il va falloir mettre une très grosse pompe à chaleur. Ensuite, on a la pompe à chaleur en géothermie. C'est le même principe, sauf que là, au lieu de prendre ses calories sur l'air extérieur, on va prendre les calories dans le sol. Généralement, plusieurs possibilités, soit capteur horizontal, donc on va venir, c'est le petit schéma heu, qui est à gauche et puis ou sinon un forage profond, vertical. Là, l'avantage, comparé à la pompe à chaleur RO, c'est que les calories dans lequel on vient prendre le milieu dans lequel on vient prendre les calories, lui, il reste constant, c'est le sol. Donc on a finalement des performances qui vont être constantes toute l'année. Donc un peu de meilleures performances. Donc une seule source d'énergie, une bonne performance, rendement constant, c'est ce que je vous disais. Attention, c'est quand même une énergie en termes d'inconvénients, c'est quand même de l'électricité. Il y a un coût d'installation qui est quand même plus important. Là, on est plus d'entre 18 et 22 000 € pour les basses températures et 20 000 et 25 000 pour des hautes températures. Le petit avantage quand même, c'est qu'une fois que vous avez fait le forage, il n'y a plus besoin de le refaire, une deuxième fois. Lui, le forage peut durer pendant 50 ans et après il suffit de changer finalement le caisson. Donc ça coûtera moins cher, ensuite. Contraintes et recommandations, donc maison isolée, à moyennement isolée, il y a là, ça demande un petit peu moins de contraintes par rapport à l'isolation et par rapport à la taille de la maison. On peut fonctionner sur des maisons un petit peu plus grandes que sur la pompe à chaleur RO, mais on préfère toujours, également, voilà, toujours que la maison soit quand même bien isolée. Même chose, on fonctionne plutôt sur des radiateurs basse température, voire moyenne température, mais on préférera quand même le basse température. C'est là que la machine aura ses meilleures performances. Ensuite, il y a la chaudière à granulés. Donc là, en fait, c'est comme un poêle à granulés, sauf que au lieu de remplir vous-même le l'arrière du poêle, là, ça vous allez avoir un grand silo et avec une vis sans fin, finalement, ça va, alimenter automatiquement l'appareil. Du coup, là, on se retrouve presque sur un système de chaudière «fuel classique» entre guillemets, où, bah, vous rechargez une fois l'année et puis ensuite, vous avez plus à vous en occuper. Ça fonctionne de manière automatique. L'avantage, c'est que c'est une énergie renouvelable, c'est local, c'est un système, autonome, et stockage, propre. Inconvénient, donc nécessite un silo. Donc ça, c'est vrai que, voilà, on parlait des critères de choix, ça, c'est un autre critère. C'est vrai que si je vois que la personne a une toute petite maison, pas de chaufferie, je vais tout de suite, supprimer cette solution du catalogue. Parce que je sais que, bah, elle aura pas la place de mettre le silo. Hem Après voilà, le coût d'installation, on est quand même sur des chaudières qui, sont entre 12 et 22 000. On est plutôt même entre 15 et 22 000. Il faudra que je corrige, ça quand je vous l'enverrai. Plutôt 15 et 22 000 et après sur les plus petites sans le silo, on peut être entre 8 et 12 000. Mais c'est sans silo et du coup, ça veut dire qu'il faut venir mettre les granulés dans la machine. Ça fait du sport, mais voilà, il faut savoir que c'est quand même une contrainte. Donc là, par contre, l'avantage aussi de ce système-là, c'est que, bah, pour la chaudière à granulés, c'est pas un problème pour elle de faire de la haute température. Donc là, si on est sur une maison moyennement isolée et quand même assez grande, bah, on va plutôt se diriger sur ce système-là. Parce que, la chaudière, ça lui dérange cette chaudière-là, ça lui dérange pas de faire du moyenne température, voire du haute température. Ensuite, on a le gaz. Donc le gaz, qui peut être on peut toujours remplacer, hein, sa chaudière gaz actuellement. L'avantage, bah, c'est que c'est simple d'utilisation et c'est surtout son investissement.
qui est un grand avantage parce que là, on est sur des prix entre 3 000 et 6 000 € posés et installés. On est donc sur une chaudière à gaz à condensation, donc c'est les plus performantes du marché. Mais attention, là, c'est la même chose, les chaudières à gaz à condensation, elles verront leur meilleur rendement sur un plancher basse température. Elles peuvent fonctionner sur du haute température, néanmoins, elles perdront un petit peu l'intérêt de la condensation, mais ça peut quand même fonctionner. Même chose, une chaudière gaz, ça lui fera pas peur de fonctionner sur du haute température. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Donc même chose, maison isolée à moyennement isolée et ça peut être sur des grosses maisons également. Et enfin, il y a, je me suis trompé j'ai oublié de changer ce petit terme-là, vous m'excuserez. En fait, là, c'est la solution solaire, donc c'est le chauffage solaire. Le chauffage solaire, on va venir chauffer un gros ballon tampon avec une grande surface de panneaux solaires thermiques. Panneaux solaires thermiques, c'est qu'on va venir donc dans des panneaux qui sont noirs, faire circuler un fluide caloporteur qui va venir capter les calories dans le panneau. On capte les calories du soleil comme ça et on vient les échanger dans un gros ballon d'eau. Et ensuite, on va faire la régulation du chauffage à partir du ballon qui a été chauffé par les panneaux. Donc ça, le gros avantage de ce système-là, c'est que c'est une énergie qui est 100% gratuite. On arrive à couvrir entre 30 et 70% des besoins de chauffage, donc il faut forcément une énergie d'appoint. Néanmoins, c'est vrai que cette solution-là, dans les vieilles maisons en pierre, avec des murs très épais, qui sont très, très grandes, ça peut être une bonne alternative parce que ça va être compliqué de justifier une isolation thermique par l'extérieur sur ce genre de maison-là parce que c'est des surfaces très grandes et donc ça risque de coûter très cher. Et donc l'idée, ben, on se dit: «Bon, OK, on va peut-être pas pouvoir très bien isoler la maison. Néanmoins, on va essayer du coup de partir sur un système de chauffage gratuit pour une bonne part et donc essayer de diminuer au maximum l'impact du chauffage sur la facture». Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant. On est entre de l'ordre de 15 à 20 000 € l'installation. Voilà. Donc par contre, besoin d'un deuxième système d'appoint au cas où il y a pas assez de soleil, forcément. Les chaudières ou poêles bouilleurs à bûche. Donc là, c'est le même système, hem, qu'une chaudière à granulés, sauf que là, on fonctionne avec des bûches. On va venir chauffer un gros ballon également, via lequel on va faire toute la régulation. Donc il y aura un gros ballon d'eau chaude qui sera chauffé par cette chaudière-là. Le petit inconvénient, c'est que du coup, bah, c'est des bûches, donc ça veut dire allumer tous les matins la chaudière et puis charger, de manière quotidienne, le système. Le coût de l'installation est quand même entre 10 et 15 000 €. Par contre, même chose, là, on peut fonctionner sur des radiateurs haute température, moyenne température, pas forcément besoin d'être sur du basse température et avec des maisons qui sont pas forcément enfin, qui sont moyennement isolées, même si c'est toujours bien d'isoler, forcément. Hem, oui, la chaudière prend quand même pas mal de place parce qu'il y a un ballon pour stocker l'eau chaude. Là, on vous a fait un petit tableau qui récapitule, donc un petit exemple par rapport, pour savoir un petit peu le coût, par système de chauffage d'une maison qui consommerait 12 200 kWh par an de chauffage. Donc on voit que le bois bûche, donc c'est forcément l'énergie la moins chère, comme je vous ai dit au début. On est à 959 € de facture annuelle pour le chauffage. Le bois à granulés, on est à 2 829. La chaudière fioul, on est à 3 031. Le gaz de ville, on est à 2 425. Le gaz propane, lui, qui est très, très cher, mais ça te fait presque plus, 4 042. Et après, c'est l'électricité. Alors, un petit bémol sur l'électricité, hein, comme je vous l'ai dit, normalement, non, si on n'avait pas eu la protection, on serait plutôt de l'ordre de 0,23 centimes d'euros. On est à 23 centimes d'euros le kilowattheure et non 17 centimes comme c'est ici. Donc ça augmente encore un peu plus, mais on voit que finalement la PAC aérothermie basse température se place plutôt bien, donc à 1 483 € de facture annuelle. Avec la géothermie, basse température également, on est à 816 €, donc un petit peu plus performant que l'aérothermie.
Et puis après, c'est du coup l'aérothermie haute température, 2176 €. Et aussi la géothermie haute température. Bon, je vous laisserai, de toute façon, vous aurez ce document-là, vous pourrez regarder un petit peu. Et puis finalement, ce qui coûte très cher en électricité, c'est les radiateurs électriques classiques. Donc les radiateurs électriques classiques, on est à 3264 €. Donc pour aller plus loin, je vous ai mis quelques liens et ressources. Et c'est le moment aussi de parler de pourquoi pas réaliser aussi un audit énergétique. Je m'explique, en fait, l'audit énergétique, c'est un technicien qui vient chez vous et qui va réaliser un audit énergétique de votre maison. Il vient chez vous, il prend des relevés, va regarder un peu toute l'isolation et va pouvoir du coup simuler votre maison dans un logiciel de thermique. À partir de ça, il va pouvoir vous proposer des scénarios de travaux. Donc scénarios qui peuvent comprendre donc de l'isolation et ensuite, hem, des différents systèmes de chauffage. Et à partir de là, vous allez avoir plusieurs scénarios qui vont avoir donc, vous allez pouvoir finalement voir quels sont, les plus intéressants ou et en fonction également de l'investissement. En fait, c'est une aide un peu à la décision, donc c'est un document qui peut être vraiment intéressant. Hem, Après ça a quand même un coût, mais il y a un petit peu d'aide, faut regarder, il y a des aides qui peuvent être, allouées pour ça. C'est un coût en moyenne de 800 € si on veut un audit énergétique, assez sérieux. Hem, Dans les liens que je vous ai mis donc, la maison de l'habitat, des Mauges. Il y a sur le deuxième lien, c'est une ressource un peu technique parce que là, du coup, on a brassé un petit peu tous les systèmes, mais je voulais pas que ce soit non plus trop compliqué. Donc là, sur ce site-là, si vous êtes intéressé par deux trois systèmes, ça vous permet d'un peu d'approfondir un peu le sujet. Ils ont des articles qui sont très bien faits. C'est un organisme qui est neutre également. Il y a notamment un article sur, quoi mettre après sa chaudière fioul, qui explique un petit peu toutes les possibilités, qui est, vraiment très, très bien fait. Donc, si vous avez envie ou, voilà d'approfondir un peu les sujets, ici vous avez, une mine d'informations. J'ai également mis le lien sur les aides financières, donc qui sera mis à jour à chaque fois du coup. Et puis, un lien sur les professionnels RGE, donc RGE reconnu garant de l'environnement. Donc là, vous avez un annulaire finalement des artisans, où vous pouvez du coup trouver autour de votre ville, un artisan en fonction de ce que vous cherchez, que ce soit de l'isolation, installation d'un système de chauffage ou production d'énergie renouvelable. Petit point de vigilance par rapport à ça, donc toujours faire 2 ou 3 devis par poste de travaux pour n'importe quel type de chaudière. Hem Et il me semblait que j'avais un autre point de vigilance à vous dire, mais ça me reviendra après. Voilà un petit peu. Donc finalement, pour conclure, ce qui va être intéressant, c'est que finalement, vous voyez bien que dans la présentation, on a de par le type de logement que vous avez et la sensibilité que vous pouvez avoir également, vous allez assez vite vous rendre compte qu'il y a des systèmes qui vont pas fonctionner pour votre logement et d'autres qui vont très bien correspondre. C'est important de bien se renseigner sur ça. Hem C'est aussi important du coup de prendre rendez-vous chez nous et de venir voir un conseiller si vous avez des doutes. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours une possibilité d'arriver à trouver le système qui nous correspond et surtout qui va fonctionner à son optimum. Une Encore une fois, une pompe à chaleur RO qui fonctionne sur un réseau haute température, c'est loin d'être la meilleure des solutions. Il y a peut-être d'autres solutions. Il y a aussi pas mal d'aides sur, notamment, les systèmes, géothermie et les chaudières à granulés qui sont des aides qui sont assez conséquentes en ce moment. Ça peut être de regarder par là. Voilà, il y a toujours une solution en tout cas. Pour finir, je vous laisse avec, les coordonnées de la maison de l'habitat. Il y a les horaires d'ouverture également. Il y a le contact, mail et voilà, c'est à peu près tout. On va peut-être du coup passer aux questions, sauf si vous avez des petites choses à rajouter, Olivier, Philippe? Moi, je dirais simplement, est-ce que tu as une idée, de la durée de vie, de chacun des systèmes? Parce que là, on a parlé de l'efficacité, on a parlé des rendements,
des températures. Du Ça, coup, c'est important. Oui, c'est important. Alors, encore plus parce que du coup, ça rajoute un point sur l'idée de vraiment bien choisir le système parce qu'un système qui va être mis en place sur un réseau sur lequel il n'aime pas fonctionner, donc encore une fois, je prends cet exemple-là, mais on pourrait en prendre un autre, mais voilà, si vous mettez une chaudière qui n'aime pas fonctionner sur de la haute température, elle va forcément forcer et du coup, elle va forcément avoir sa durée de vie qui va diminuer. Comme je vous disais au début, je prenais l'exemple d'une maison qui est surisolée avec une chaudière trop puissante. La chaudière va s'allumer et s'éteindre de manière répétitive dans la journée et donc là, on va avoir une usure trop importante. En gros, là, on est sur des systèmes qui quand même sont de l'ordre de 15-20 ans de, mmh, de durée de vie. Il y en a qui sont entre guillemets «assez nouveaux». Bah, la pompe à chaleur RR, en ce moment, moi j'ai des personnes qui reviennent qui ont des durées de vie de 13 ans. Maintenant, il y a eu quand même des améliorations sur ces systèmes-là, hein. Mais voilà, on est dans ces ordres de là. Après, voilà, plus le système va être bien adapté et bien dimensionné, plus votre chaudière va fonctionner longtemps. Il faut également bien l'entretenir, hein. Hem, je viens de me souvenir du point sur lequel il faut être attentif. Hem, Quel que soit le système de chauffage que vous installez, si le chauffagiste ne se déplace pas chez vous, ne vient pas dans votre maison, ne regarde un bon chauffagiste se déplace toujours chez vous, va regarder votre isolation, regardez vos radiateurs, quel est le régime d'eau qui fonctionne dans vos radiateurs et va vous dimensionner du coup votre chaudière en fonction de ça. Si la personne ne se déplace pas, ça sert à rien de continuer avec lui. Et dernière chose, si c'est du démarchage, méfiez-vous, venez d'abord nous voir. C'est toujours mieux si c'est vous qui allez vers les artisans et préférez un artisan local. Voilà, c'était un peu ça les idées. Donc voilà, en termes de durée de vie, on est dans 15 à 20 ans. Il y a des systèmes qui durent un peu plus longtemps. Peut-être la chaudière à granulés, elle, si elle est bien entretenue, peut durer bien plus longtemps. Voilà, c'est un peu dans ces ordres d'idées-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, Olivier? Alors, effectivement, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais les lire dans l'ordre. Si jamais je retransmets pas bien votre question, n'hésitez pas à prendre la parole pour compléter. Donc, on demande s'il est forcément nécessaire d'avoir une installation de chauffage central pour une installation de panneaux solaires. Donc, j'imagine qu'on parle là de panneaux solaires thermiques et pas photovoltaïques. Voilà, dans l'idée d'avoir un chauffage via ce biais-là. Est-ce que l'installation de chauffage central est nécessaire pour pouvoir exploiter l'énergie solaire pour se chauffer? Eh bien oui, parce que l'eau doit circuler dans un réseau et si vous n'avez pas de réseau d'eau pour chauffer votre logement, vous ne pourrez pas bénéficier de ce système-là. Donc oui, effectivement, il faut Voilà, installer un. ouais. Je voudrais juste que on peut, en fait, on doit exploiter un réseau d'eau chaude, comme vient de le dire Antoine. On a plusieurs configurations. On peut préchauffer l'eau qui passe après dans la chaudière, ou bien on peut avoir les panneaux et la chaudière en parallèle et l'un ou l'autre travaille en fonction à la fois du rayonnement solaire et de la température nécessaire à l'intérieur. Mais on a bien besoin d'un système de chauffage central. D'une manière un peu annexe, on peut par contre exploiter le solaire thermique uniquement pour l'eau chaude sanitaire, donc pour faire l'eau chaude pour la douche, pour la vaisselle. Et ça peut se faire en parallèle d'un réseau de chauffage électrique, par exemple, sans problème. Autre question, existe-t-il des aides financières relatives à l'installation d'une isolation, alors ouate de cellulose, fibre de bois? Alors effectivement, les différentes méthodes d'isolation peuvent faire l'objet d'aides financières. Pour le détail de ce qui peut vous concerner, je vous invite soit à vous rendre, enfin, prendre contact avec la maison de l'habitat, euh, enfin, joindre le standard téléphonique. Ça dépendra notamment de votre niveau de revenu, des travaux que vous envisagez, ainsi de suite. Mais oui, il y a bien des dispositifs d'aide pour ces travaux-là. Et on nous demande aussi s'il existe des aides financières pour retirer une chaudière à fioul ainsi que la cuve. Même réponse, il existe bien des aides pour ces deux types de travaux. C'est-à-dire que si vous remplacez une chaudière fioul, c'est valorisé dans les aides et vous pouvez être aidé pour la dépose de la cuve. Dépose qui doit bien évidemment être faite par une entreprise spécialisée et qui tracera notamment
la mise en décharge de la cuve qui contient des substances qui peuvent être relativement nocives pour l'environnement. Même réponse, je vous invite à vous rapprocher de la maison de l'habitat pour avoir des précisions. Encore une fois, ça dépendra de votre niveau de revenu et de l'équipement que vous envisagez d'installer en remplacement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? On s'écarte un petit peu de notre sujet chauffage. On nous demande si l'installation de panneaux photovoltaïques est intéressante. Je formule une réponse, Antoine? Ouais, c'est bien de prendre rendez-vous du coup. On a des permanences solaires où on peut prendre 1 heure un peu pour voir votre projet. Et à ce moment-là, ça peut être un moyen de répondre à cette question-là. Et pendant ces rendez-vous-là, on en profite aussi pour voir un peu du coup l'isolation de votre maison. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit au début, hein, avec la stratégie négawatt, on va du coup d'abord toujours voir l'isolation, ensuite voir si vous avez bien un système de chauffage performant. Et après, on s'assurera que c'est vraiment intéressant du coup de venir produire de l'énergie renouvelable, donc des panneaux via des panneaux solaires photovoltaïques. Mais donc, peut-être que là, ça va être effectivement un peu court pour traiter cette question-là, mais venez voir, venez de prendre un rendez-vous. C'est peut-être plus simple. Effectivement, d'une manière générale, il y a des choses qui sont intéressantes dans le photovoltaïque. Tout comme pour les systèmes de chauffage, chaque maison a une situation un peu particulière et ça vaut le coup de se pencher en détail dessus. Mais on est tout à fait en mesure de vous répondre aussi sur ce sujet-là. La question qu'on attendait plus ou moins, comment expliquer la forte augmentation des prix du bois granulé qu'on a eu récemment? Bah, en fait, il y a eu beaucoup d'installations là au printemps de pôles à granulés parce que les gens du coup ont voulu avoir un système avec de l'énergie pas chère et il y a du coup il y a eu forcément une consommation supérieure à la production qui était notamment prévue. Voilà, en gros, et du coup, on a dû importer alors qu'on était finalement euh, assez indépendant au niveau de la France par rapport à la production de granulés. Là, on a dû essayer d'importer un petit peu de granulés. Forcément, il y avait les mêmes tensions en Europe, à l'étranger. Et du coup, là, il y a eu forcément une augmentation du prix du granulé. Mais voilà, ça, c'est des choses qui vont normalement se résoudre. Il y a une augmentation d'1 million de tonnes de la production, à peu près une augmentation d'1 million de tonnes de la production en 2024 qui est prévue. Et puis une multiplication par 2 de la production d'ici 2028 du granulé. Donc voilà, il y a forcément, et puis il y a aussi un effet finalement un peu comme avec le carburant. Dès qu'on pense qu'il va plus y avoir de carburant, bah, tout le monde se rue dans les pompes pour faire le plein de carburant. Et bah, c'est là qu'on augmente les prix. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Donc maintenant, il y a un peu des rationnements également pour finalement un peu casser cet effet augmentation du prix. Mais voilà, de manière générale, de toute façon, comme je l'ai dit au début, toutes les énergies sont vouées à augmenter. Après, voilà, il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Voilà. Je sais pas si tu as des compléments d'information, toi, Olivier, par rapport à ça. Alors effectivement, pour l'instant, la situation, a priori, résulte surtout d'une différence importante entre besoins, notamment via le grand nombre d'installations récentes qui a été faite, et production en France, qui n'a pas eu le temps de rattraper en fait la demande pour l'instant, bien qu'il y ait un certain nombre d'unités de production qui sont en cours de construction. Euh, le printemps, l'été prochain, nous le confirmerons, mais a priori, c'est en grande partie dû à ce phénomène-là, auquel vient bien évidemment s'ajouter une augmentation des coûts de production liés au transport aussi, hein, augmentation du coût des carburants. Une question sur le Saumurois auquel je vais répondre directement à l'écrit dans le chat.
Et puis, on nous demande, alors, question un petit peu trop précise peut-être pour pouvoir être traitée en direct. On demande quel gain financier on peut espérer en passant d'un chauffage fuel à une chaudière à pellets sur une maison bien isolée de 120 mètres carrés. Ouais, ça ne. Faut reprendre un petit peu faudrait essayer de faire une estimation de sa consommation, de sa consommation en kilowattheure. Et puis essayer du coup de le convertir avec un poêle à pellets. Ça va être un peu compliqué de répondre là tout de suite comme ça, mais ça peut être de prendre un rendez-vous et à ce moment-là, en 1 heure, on aurait plus le temps déjà d'étudier la question. Mais il y a forcément un gain. On nous rappelle aussi dans le chat le lien vers un webinaire similaire qui a été fait au sujet du photovoltaïque, qui a été enregistré aussi. Donc, vous pouvez copier le lien et vous le retrouvez directement sur le site de Moche Communauté. Y a-t-il d'autres questions qui sont restées en suspens? Si ce n'est pas le cas, nous, on va vous poser une dernière question. Voilà, pour avoir un retour rapide de votre évaluation, entre guillemets, de ce webinaire, savoir si il a répondu à vos attentes et si vous souhaiteriez que ce type d'exercice se reproduise à l'avenir, éventuellement sur d'autres sujets. Je vous laisse, comme en début de séance, répondre aux questions qui s'affichent sur votre écran. Bien, merci pour vos réponses. On est content de voir du coup que vous êtes globalement satisfait de cette présentation et puis des réponses qui ont pu être apportées à vos questions. On reste d'une manière générale à votre disposition, que ce soit à la maison de l'habitat ou par téléphone, pour répondre à vos interrogations, vous conseiller, vous accompagner dans vos projets voilà, de rénovation, d'amélioration énergétique. Encore une fois, en vous rappelant qu'on reste neutre et indépendant et que c'est un service public qui vous est proposé. Donc n'hésitez pas à en user. Philippe, Antoine, je ne sais pas si vous voulez ajouter Oui, quelque non, chose, mais sinon on va pouvoir. pardon. Non, mais je voulais juste ajouter une petite chose simple aussi qu'on a entendu beaucoup de la part de notre président, mais qui est réelle. C'est que quelque part faire des économies commence par baisser simplement notre température intérieure de nos habitations, hein. Antoine l'a très bien dit, mais on parle de 7 à 11% de consommation en plus par degré supérieur. Donc, quand on chauffe évidemment à 23 degrés, contrairement aux 19 indiqués, enfin préconisés, vous imaginez, c'est 10%, plus 10%, plus 10%. Donc, c'est aussi important de le comprendre et puis de remettre un petit peu, je dirais, le goût à mettre des pulls le soir s'il fait froid plutôt que d'augmenter la température. C'est déjà une chose très efficace pour lutter contre sa consommation.
Voilà, je voulais juste mettre un petit peu ça sur le final, en sachant que là, je parle pour des maisons qui sont très peu isolées ou peu isolées. Sur une maison très isolée, c'est 24% par degré en plus, donc c'est conséquent aussi. Voilà, autrement, pour terminer effectivement ce webinaire, je remercie à tout le monde de votre participation. Je remercie aussi à Alizé, évidemment, pour toutes ces explications que je trouve de grande valeur. Et puis, j'invite tous ceux qui veulent des, euh, des renseignements complémentaires, analyse ou, ou accompagnement, tout simplement, et bien à prendre contact avec nous. Voilà, sur ce, je pense vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis pourquoi pas au prochain webinaire dont le sujet n'est pas encore décidé.